Bonjour tout le monde. Pour commencer, je tiens à saluer et à remercier les autorités du CEAL pour avoir organisé et m'avoir invité à cet événement. Ainsi que tous les chefs d'entreprise présents ici pour avoir soutenu et continué à soutenir l'investissement et le commerce, tant dans ce pays que dans d'autres de la région. Nous sommes réunis aujourd'hui, dans cet espace, par une vision commune de la vie, qui a trait au rôle que jouent les entrepreneurs dans la société et, comme l'indique le titre de cette 35e assemblée, au changement de paradigme économique que connaît l'Argentine et qui, nous l'espérons, s'étendra au reste de la région et aussi au monde. Nous parlons d'un changement de paradigme parce que, tout simplement, l'Argentine a décidé, il y a 10 mois, d'abandonner les prescriptions qui l'avaient appauvrie pendant plus de 100 ans et de commencer à appliquer les idées de liberté, de croissance et de progrès. Les mêmes idées qui ont sorti 90% de la population mondiale de la pauvreté au cours des 300 dernières années. Il existe un vieux dicton qui dit « La crédibilité et la confiance montent les escaliers, mais descendent par l'ascenseur ». La crédibilité de l'Argentine, qui a été le plus grand défaillant en série de l'histoire moderne et qui a subi un siècle pratiquement ininterrompu de déficit budgétaire et de violations systématiques des droits de propriété, a été complètement détruite au cours des 40 dernières années. Imaginez à quel point les choses ont été mauvaises lorsque, dans le pays de la soi-disant justice sociale, qui est injuste et n'a rien de social parce qu'il est profondément antisocial, parce qu'il implique le vol et l'égalité de traitement devant la loi. Les citoyens ont élu le premier président libéral libertaire de l'histoire, sans parti politique, sans gouverneur ni maire. De toute évidence, dans des conditions normales de pression et de température, il n'existe pas de président libéraux libertaire. Il y a donc eu, fondamentalement de nombreuses choses qui ont du mal se passer pour que je sois ici. En fait, dans mon autre vie, lorsque je donnais des cours d'économie, je disais que j'étais une erreur de type 2, parce que j'avais tout fait de travers et que ça s'était bien passé. Et vous pouvez imaginer, en général, les économistes ne sont pas des gens très populaires, pour ainsi dire. De plus, si vous regardez parmi les économistes eux-mêmes, il y a un groupe de nerds, qui sont ceux qui font de l'économie mathématique, et en plus de cela, me consacrant à la croissance économique, comme spécialisation, dans un pays qui est malade du keynésianisme. C'est-à-dire qui ne pense qu'en 5 minutes. J'ai juste raté quelque chose d'autre que je ne peux pas reproduire. Et moi qui pense en termes de 100 ans, 200, 1000, 2000, je suis parti. Non, c'est une blague. Ça fait partie du jeu et aussi du fait d'être libéral, dans un pays qui a été au fond, contaminé, par plus de 100 ans de socialisme. J'ai donc vraiment fait tout ce que j'ai pu pour que les gens me détestent, mais cela s'est retourné contre moi et j'ai fini par devenir président, le plus voté de l'histoire. Mais, clairement au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce que les gens ont dit « ça suffit » aux politiciens et à leurs petits jeux, et ils le pensaient vraiment. Car une telle gifle à la politique et au cercle rouge analogique signifie que, vraiment les gens sont très fatigués et sont vraiment fatigués. Au cours des 10 mois où nous sommes au gouvernement, nous avons incarné ce changement de paradigme dans la gestion. Nous avons fait de grands progrès dans la macroéconomie, nous avons retrouvé la stabilité monétaire, qui est la base pour avoir une économie saine et en croissance. Nous réduisons le coût structurel de l'économie argentine, qui, au prix des impôts et des réglementations, a augmenté de façon exponentielle les prix de tous les biens et services de notre économie. Et grâce à ce changement de direction, nous sommes en train d'établir progressivement la confiance dans notre pays, avec un risque pays qui était d'environ 3000 points de base au moment des élections et qui, hier, a pratiquement dépassé les 1200 points de base. Et c'est important parce que nous l'évaluons en termes de PIB. Ce qui n'est pas une mince affaire car si le risque pays était d'environ 3000 points de base, ce qui est un retour à la politique budgétaire de la politique budgétaire dégénérée, cela impliquerait un PIB de 400 milliards de dollars. Et avec ce cadre de politique budgétaire que nous avons aujourd'hui,
au prix d'aujourd'hui, avec le risque pays. Non pas de cette semaine. Mais d'il y a une semaine, le PIB est de 600 milliards de dollars. Ce qui signifie que revenir aux anciennes méthodes de mauvaise politique budgétaire nous coûterait 200 milliards de dollars. Autrement dit, non seulement le PIB est plus faible, mais le PIB par habitant est également plus faible. En fait, la discussion du budget, si on l'avait fait sérieusement, en n'approuvant pas les dépenses, sans tenir compte des ressources. Ce qui viole la loi sur l'administration financière de l'État et, de plus, au Sénat, ils ont également violé le statut du Sénat. Il est intéressant de voir ce que cette augmentation impliquerait pour les universités, qui, fondamentalement, céderaient à la vieille politique, à la vieille façon de faire de la politique. D'ignorer la restriction budgétaire, et cela signifierait revenir aux anciennes méthodes et revenir au niveau de risque pays que nous avions sous le kirchnerisme. Ce qui signifierait que nous passerions d'un PIB de 600 milliards de dollars à 400 milliards de dollars. Autrement dit, nous perdrions un tiers du PIB. Donc, quand vous prenez les ressources pour les universités, si vous prenez le cas de 600 000 sans l'augmentation, et vous prenez l'augmentation avec les 400 000, les chiffres sont, plus ou moins, liés. Mais au milieu, vous avez réduit le PIB par habitant, nous avons perdu un tiers du PIB et, en plus, quand vous prenez l'impact, dans le PIB en dollars, et dans le PIB en pesos, l'impact sur le PIB en pesos est d'un tiers, ou PIB réel, qui est en dollars. Cela signifie que, au milieu, il y a un saut dans le taux de change réel, qui non seulement provoque une baisse du PIB, une baisse du PIB par habitant, mais exacerbe également l'augmentation du nombre de personnes pauvres et démunies en raison de la hausse du taux de change réel. Alors de quoi parle-t-on? Et c'est-à-dire, si l'affirmation était authentique, si au milieu nous considérons qu'il s'agit d'un simple euphémisme pour défendre le travail de 3 ou 4 criminels, qui utilisent une noble cause et la prostituent pour gagner de l'argent, au détriment du vol des étudiants et des enseignants et de tout ce qui a trait au bâtiment et ainsi de suite. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de plus à discuter. Et nous sommes venus pour faire ce qui est juste, indépendamment de ce que dit l'opinion publique ou de la peur que beaucoup ont de dire la vérité. Nous sommes venus pour mettre fin aux escroqueries et, en gros, si elles étaient propres. Quel est le problème de les auditer? Ils n'ont pas fait d'audit depuis presque 10 ans. Et tout ce que nous demandons, c'est un audit. Mais il semble que cela mette en danger l'éducation publique. Non, au contraire, il s'agit de valoriser l'éducation publique. C'est-à-dire que s'il était propre, le principe de révélation dirait que, clairement ils pourraient montrer les chiffres. Mais ils ne veulent pas le faire et il doit y avoir une raison à cela. Mais ce que je veux dire clairement, c'est que revenir aux anciennes méthodes n'est pas gratuit. Cela signifie, au moins, perdre un tiers du PIB ou, si je voulais le dire en termes de réussite. Cette réduction du risque pays nous permet de passer d'un PIB de 400 milliards de dollars à un PIB de 600 milliards de dollars, simplement en raison de l'effet qu'elle a sur la valeur des actifs. La réduction du risque pays, et ce qu'elle permet, en termes de coordination macroéconomique, qui est de 50% de plus. Regardez ce petit acte, il n'y a pas de gestion. Mais, comme je le disais, les conséquences de tout cela commencent à se faire sentir, par exemple avec un boom du crédit jamais vu auparavant. En novembre, il n'y avait pas de prêts hypothécaires au détail, et aujourd'hui, il y a des prêts hypothécaires sur 30 ans, comme si nous étions à Singapour, ainsi que des prêts personnels et commerciaux. Je veux dire, si vous vous souvenez, en novembre, décembre, nous discutions de l'hyperinflation. Nous avons vu comment nous avons réussi à passer la journée. Aujourd'hui, l'un des outils permettant la plus grande mobilité sociale ascendante revient, l'achat d'une propriété, et cela peut se faire sur une période de 30 ans. Alors, regardons si nous avons changé le contexte macroéconomique. Je ne vais pas passer en revue tous les chiffres, que je donne habituellement régulièrement, mais je tiens à mentionner le taux d'inflation. Car, lorsque vous prenez le taux d'inflation de gros pour le mois de décembre,
qui était de 54%, cela signifie qu'en rythme annualisé, il était de 17 000. Et toutes les conditions monétaires étaient réunies pour cela, s'il y avait validation. Et c'est un indicateur qui anticipe l'inflation de détail. En outre, le dernier record pour le grossiste était de 2,1%, ce qui représenterait 28% par an. Nous n'avons pas fait un travail titanesque pour résoudre le problème monétaire. Et c'est ce qui explique pourquoi il pourrait y avoir un autre horizon temporel pour les investissements en Argentine. Pendant ce temps, en termes d'investissement, le RIGI continue de faire des annonces à travers le pays, avec des projections très positives pour l'avenir de la balance commerciale et énergétique. La première phase du processus populaire de blanchiment d'argent que nous avons promu a dépassé toutes les attentes, surpassant même la première phase du processus de blanchiment d'argent de l'administration Macri, qui avait déjà été un succès. Je veux dire, quand vous regardez les dépôts, en dollars, le chiffre est vraiment choquant, comme ce qui se passe. Mais il semble parfois que, je ne sais pas si c'est par manque de perspective historique, par ignorance, par malveillance ou par tout cela à la fois, en raison de cela. Les dépôts du secteur privé, en dollars, atteignent désormais des niveaux records. Créer une entreprise en Argentine devient de plus en plus facile chaque jour. Et nous savons tout ce qui arrive au salaire lorsque davantage d'entreprises se font concurrence pour attirer le même nombre de travailleurs. En ce sens, nous continuons à travailler, chaque jour, pour dénouer le nœud gordien construit par les exégètes du modèle appauvrissant. Tout cela dans le but de continuer à gravir les échelons, en termes de liberté économique, ce qui nous apportera plus d'épargne, plus d'investissement, plus de croissance et une plus grande prospérité. Je dis souvent et à plusieurs reprises, que nous travaillons pour être le pays le plus libre du monde. En fait, la réforme de la loi fondamentale, avec le décret 70-23e, nous permet de réaliser un bond, en termes de liberté économique, de près de 90 positions. Nous serions ainsi à des niveaux similaires à ceux de pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France. Mais cela ne nous suffit pas, car nous avons encore 3200 réformes en attente. Et vous pouvez voir l'énorme travail accompli par notre colossal ministre de la déréglementation, Federico Sturzenegger. Et quand vous regardez cela jour après jour, vous vous rendrez compte que, sans aucun doute, lorsque nous aurons terminé ce mandat, nous serons le pays le plus libre du monde, avec tout ce que cela implique, en termes dynamiques. Donc, fondamentalement, je ne veux pas entrer dans un compte-rendu détaillé de notre bref mandat, que vous avez entendu à d'autres occasions, mais je veux souligner où ce navire nous mène, qui n'est autre que d'être le pays le plus libre du monde. Souvent, quand j'utilise cette expression, on me traite de fou et d'autres choses. J'ai aussi dit cela dans un rapport. Quelle est la différence entre un génie et un fou? Succès. Quand je dis que j'aimerais atteindre une qualité de vie similaire à celle de l'Australie, tout le monde crie d'horreur. Comme si c'était un exploit impossible. Je vais vous parler de l'Australie, un pays que j'admire également et pour lequel j'ai une grande appréciation. Mais l'Australie était une nation fondée par des prisonniers. Autrement dit, ils sont passés du statut de défausse pour l'Angleterre à celui de référence mondiale. Et l'Argentine était autrefois le pays avec le PIB par habitant le plus élevé au monde, en 1895, selon la série d'Angus Madison. Si les Australiens ont pu le faire, pourquoi pas nous? Si nous l'avons fait il y a 100 ans, pourquoi ne pourrions-nous pas le refaire? Imaginons que lorsque l'Argentine est née, en tant qu'Argentine, en 1860, à proprement parler. Avec l'unification de Buenos Aires, l'Argentine était un pays de barbares et qu'en 35 ans elle est devenue la première puissance mondiale. Si nous avons pu le faire au XIXe siècle, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire maintenant que nous disposons également de meilleures conditions technologiques à l'échelle mondiale? Il faut être encouragé, il faut sortir de la médiocrité. C'est-à-dire qu'une Argentine puissante avec un niveau de vie similaire à celui de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis, bref de qui vous voulez. De l'Irlande, n'est pas seulement pas folle,
mais c'est un destin manifeste si nous continuons sur cette voie. N'en doutez pas, tel est notre destin. Si nous parvenons à respecter certains préceptes fondamentaux de l'économie tels que l'équilibre budgétaire, la stabilité monétaire et si nous parvenons également à faire tomber ce kraken à plusieurs têtes qu'est la côte argentine, un pays où l'inflation ne sera plus qu'un mauvais souvenir, et croyez-moi, j'y parviendrai, où les Argentins auront retrouvé la capacité de faire des calculs économiques et où chacun pourra planifier, épargner, investir et être maître de son destin. Un pays où c'est le producteur et non l'État qui choisit quels intrants utiliser, qui embaucher, à qui vendre et à quel prix. Un pays où l'on peut importer des technologies de pointe pour améliorer la compétitivité sans payer 2 ou 3 fois leur valeur, en raison de tarifs confiscatoires. Un pays où chacun peut profiter du fruit de son travail sans craindre d'être volé ou même tué pour quelque chose d'aussi basique qu'un téléphone portable. Un pays où l'on peut acheter des téléviseurs comptants et une maison en plusieurs fois et non l'inverse, comme c'était le cas ici jusqu'à très récemment. Un pays où vous n'avez pas besoin de traverser la frontière pour obtenir une paire de baskets de bonne qualité à un bon prix. Un pays avec des impôts minimaux, récompensés par des services de qualité, et non pas avec des municipalités avides. Des provinces et un État national qui collectent 3 fois le même impôt pour fournir 3 fois des services médiocres. Un pays où l'on ne parle pas de profits extraordinaires pour vous faire payer plus d'impôts quand vous avez eu une bonne année, car si le but moral de toute entreprise est de gagner de l'argent, comment un profit peut-il être extraordinaire? Ici, je voudrais faire une remarque parce que je trouve cela intéressant. Il n'y a rien de plus aberrant que de parler de ce concept consistant à facturer davantage pour des profits extraordinaires et autres. Supposons que vous ayez une économie à 2 secteurs. Je vais simplifier les choses, et, pour une raison quelconque, soit parce que les préférences des gens ont changé, soit parce qu'il y a eu un problème qui a provoqué un choc négatif sur l'offre d'un des biens, vous avez un changement dans les prix relatifs. Je ne sais pas, supposons, je ne sais pas, qu'un tremblement de terre arrive et qu'une partie de l'économie soit perdue. Évidemment, les biens qui étaient liés à ce secteur réduiront l'offre et cela signifiera que le prix sera plus élevé. C'est-à-dire que le prix relatif, dans ce secteur, va être plus élevé. La même chose s'est produite lorsque le problème du masque est survenu. Autrement dit, ce prix relatif plus élevé, ce profit extraordinaire, est en fait un signal indiquant où allouer le capital, où le déplacer, comment le réaffecter. Par conséquent, si vous punissez ce résultat extraordinaire, vous rendez la tâche difficile et vous mettez des bâtons dans les roues de la résolution du problème. Autrement dit, il faut que ce signal de prix circule pour que les ressources soient réaffectées et ainsi résoudre le problème. C'est le même débat que celui du taux de change réel, qui est déjà une nuisance. Heureusement les échos no chantas se sont bien calmés. Voyons voir, si j'ai un système fiscal équilibré, une quantité constante d'argent et aucun élément de politique économique qui crée un problème artificiel. J'ai maintenant un problème sectoriel, et je vais vous donner un exemple. Disons que j'ai une économie de biens échangeables et non échangeables, et que pour une raison que j'ignore, un tremblement de terre survient et détruit la moitié du secteur non échangeable. Cela modifierait le prix des biens non échangeables, que se passerait-il? Il faut que ça monte. Et alors, dans la logique des éconocantas, il me dirait que le taux de change réel s'apprécie parce que le prix des biens non échangeables augmenterait trop. Alors comment les éconocantas voudraient-ils régler ce problème? D'évaluer, 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 le taux de change est en retard. D'évaluer, d'évaluer. C'est intéressant parce que si je dévalorise, c'est-à-dire si je les écoute et que je dévalorise, quel est le problème? Le problème est que j'avais besoin d'envoyer des ressources vers le secteur non échangeable, et en dévaluant, je brise le signal de prix et, par conséquent, je ne résous jamais complètement le problème. C'est-à-dire que l'Argentine a ce problème depuis que nous avons créé cette fichue institution, appelée la Banque centrale de la République argentine.
Et ils utilisent la Banque centrale pour corriger les problèmes du secteur réel. Non, les problèmes du secteur réel sont résolus dans le secteur réel. En d'autres termes, la seule chose que la Banque centrale peut faire est de contrôler l'inflation, ce à quoi nous travaillons activement. Donc, si je viole ce signal, il m'arrive ce qui m'arrive. Je limite la quantité d'argent, je mets fin au déficit budgétaire. Et évidemment la recomposition des prix relatifs fera que les biens non échangeables seront plus chers. Pourquoi ? Parce que depuis plus de 70, 80, presque 100 ans, je me consacre à briser le signal du prix. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit. C'est également important parce que, alors, lorsque cet avantage extraordinaire apparaît, l'entrepreneur qui récolte cet avantage extraordinaire, au lieu de le courir après, devrait lui donner une récompense, il devrait l'entraîner avec lui. Je veux dire, encore une fois, pensez aux besoins de masques au milieu de la pandémie. Oui, bien sûr. Il va gagner beaucoup d'argent s'il y a un réajustement furieux de la demande. Mais c'est ce type qui résout mes problèmes, c'est lui qui fait que j'ai le plus grand nombre de masques. En revanche, que se passe-t-il si l'État intervient et commence à contrôler les prix? Il y en aura moins et en plus, parce que les ressources veulent se déplacer du secteur A vers le secteur B. Mais comme je plafonne le prix, le secteur A sera détruit, mais le secteur B ne s'étendra pas. Il faut donc combattre cette idée, pleine d'envie et de ressentiment, dès maintenant. Car quiconque gagne de l'argent est un héros, un bienfaiteur social, car il le fait en vendant une meilleure qualité à un meilleur prix. Ce n'est donc pas une mince affaire. Si l'Argentine commence à générer un processus de forte croissance économique, dans la mesure où elle commence à générer ce processus, des profits extraordinaires seront générés. Et ne laissons aucune place aux putains de gauchistes qui viennent dire que c'est mal. Parce que ceux qui comptent sur l'envie, la haine et le ressentiment vont venir nous enflammer les couilles avec le coefficient de Gini, les inégalités, et, en réalité ces types-là, qui récoltent les énormes bénéfices, sont ceux qui vont faire de l'Argentine un grand pays à nouveau. Alors livrons cette bataille. Je sais que je m'éloigne du message original, 1000 excuses, mais j'aimerais lire vos messages. Mais il y a un effet appelé année, et je ne le vois pas. J'aimerais pouvoir te lire. Voyons ce que ça dit. Oui, j'ai beaucoup de demandes. Beaucoup de gens me suggèrent d'aller dans d'autres pays pour faire la même chose. Je vais avoir un problème de nationalité. Alors, je vous le propose ouvertement parce que c'est le débat qui va venir, en regardant vers l'avenir. C'est-à-dire que désormais, toutes les nouvelles que l'économie argentine va nous donner sont toutes bonnes. De plus, si vous prenez même le pire chiffre qui soit sorti, le dernier qui était le chiffre de la pauvreté, si vous le décomposez entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, la pauvreté a certainement atteint 56%, mais ensuite, au deuxième trimestre, elle est tombée à 51%. Et ne doutez pas qu'au troisième trimestre, elle sera à 49%. Autrement dit, si je prends les données d'activité, le dernier indicateur EMAE était de 1,7%. Si je prends, corrigé des variations saisonnières, les dernières données, comparées à décembre, la baisse du PIB est de 0,6. Rien si l'on tient compte du fait que nous venons de procéder au plus grand ajustement budgétaire de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est un exercice héroïque. Je ne veux pas dire que je parle du nombre que je vais donner, je précise, mais juste pour que vous ayez une idée de la vitesse. Une économie qui croît fortement, disons 5% en données corrigées des variations saisonnières, croît de 0,4% par mois. Le dernier chiffre était de 1,7. Cela signifie la vitesse que les dernières données ont montré dans une économie qui évolue à un rythme de 23%. Je veux dire, tu te rends compte. Parce que l'autre jour j'ai reçu une référence d'un certain journaliste imbécile, et je le dis en ces termes pour que vous ne puissiez pas savoir si je parle d'un homme à une femme, mais il l'a fait. Dans une émission de grande écoute, à la minute 47. C'est vrai, comme vous pouvez le voir, nous l'avons bien calibré, nous avons bien calibré ces criminels.
Mais ne pensez pas que vous allez devoir aller chercher dans des endroits hostiles sur la grille. Soyez prudents. Cela dit, le chiffre publié hier, soit 1,5, est très bon. Et pourtant, que font-ils? Vous avez une économie qui était en train d'être détruite, qui était en route vers l'hyperinflation, qu'on était en route vers l'explosion de la pauvreté, qu'on était en route vers la destruction du niveau d'activité. Parce que je vous préviens qu'un ajustement c'était la moitié de ce qu'on a fait, c'était celui que Duhalde a fait. Je vous dis que le PIB a chuté de 11% et, au deuxième trimestre, qui est celui où il est tombé à son plein potentiel, il a chuté de 16%. Regardez les chiffres dont nous parlons. Il est donc clair que lorsque vous avez la chute, si vous la comparez au même mois de l'année précédente, elle sera négative. Eh bien, la personne en question se concentrait entièrement sur cela et non sur l'indicateur mensuel, corrigé des variations saisonnières, qui montre la production. C'est pour que vous puissiez voir les mauvaises intentions qu'ils ont, car à part cela, une chose est sûre, quelqu'un fait une erreur une fois, 2 fois. Maintenant il fait toujours une erreur et toujours dans la même direction. Un économètre vous dirait que cela s'appelle l'autocorrélation, mais non, sortons de là. Mais, en fin de compte, ce que je veux promouvoir, c'est un pays ancré dans 3 principes fondamentaux, qui sont, le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la propriété pour tous les Argentins. Tout cela implique un nouveau rôle pour les entreprises dans l'Argentine du futur. Je le dis clairement, je ne dois pas et je ne peux pas, c'est-à-dire que je ne dois pas, en termes moraux, et je ne peux pas, étant donné l'arrogance fatale, être celui qui est en charge des décisions que vous devez prendre. C'est à vous de les prendre, sachant que de ce côté-ci, il y a un gouvernement qui vous soutient et qui est prêt à tout pour que les choses se passent bien. Regardez à quel point je me batte pour défendre un déficit zéro, ou à quel point je me batte pour maintenir 0 émission, et tout ce que nous faisons, en déréglementant chaque jour pour que, précisément, il devienne chaque jour plus facile d'investir en Argentine. Nous persisterons dans notre mission, même si la conséquence est l'ostracisme, car, comme le disait Cicéron, la honte acquise en faisant ce qui est juste n'est pas du tout une honte, mais plutôt une gloire. Alors je vous dis, prenez des risques, investissez, innovez et investissez dans l'industrie et le commerce, car dans la nouvelle Argentine, les mots effort et mérite ont un sens réel et seront récompensés. Nous sommes venus pour transformer l'Argentine en la grande puissance qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et nous savons que la clé pour y parvenir est le commerce, qui transforme les ennemis en clients et les concurrents en collaborateurs. C'est pourquoi je ne viens pas ici pour faire appel à votre humanité, mais pour votre propre bien, dont la poursuite profite à la société. Il s'agit d'Adam Smith, légèrement transformé. Mais c'est une adaptation, une version 2024. Je vais maintenant aborder, encore une fois, la question de la gaucherie. Aujourd'hui, j'ai été pris de bonne humeur. Il existe une phrase, répétée ad nauseam par la gauche bien pensante, qui dit « Personne ne se sauve seul ». Et ce que la gauche ne comprend pas, c'est que le marché est, précisément sa démonstration. Et cela me surprend que vous demandiez à un économiste et qu'un économiste ne sache pas non plus ce qu'est le marché. C'est extrêmement grave car demander ce qu'est le marché et s'entendre répondre qu'il s'agit d'une courbe d'offres et de demandes en dit très peu sur le professionnel en question. Le marché est un processus de coopération sociale, où les individus échangent volontairement des droits de propriété. C'est le marché, en fait, si vous le compreniez de cette façon. Il y a tout un pan de la littérature que vous auriez déjà éradiqué. Parce que les défaillances du marché ne peuvent pas exister, parce que pour qu'il y ait des défaillances du marché, il faudrait qu'il y ait coercition. Mais si c'est une coercition, alors elles ne sont pas volontaires, ce qui viole la définition du marché. Notez pourquoi Alberto Benegas Lynch, fils, définit le libéralisme comme suit. Le libéralisme est le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur le principe de non-agression et la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Il ne peut donc y avoir de coercition, car si vous exercez une contrainte,
Vous restreignez la liberté ou portez atteinte au droit de propriété. En ce sens, la première chose que ces gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est un marché et, à vrai dire, de nombreux économistes non plus. Alors, il y a un merveilleux rapport d'Alejandro Fontino, à mon ancien concurrent, du second tour, qui dit, et qu'allez-vous lui dire? Que le marché va faire l'égout ou le chemin pour telle personne dans un secteur vulnérable et Fontino lui dit. Pour finir avec la petite histoire que le marché vous sauve, mais excusez-moi. Nous faisons le contraire depuis 40 ans et ils ne l'ont toujours pas, alors nous facturons des impôts, nous leur facturons tout et le résultat n'est pas là, donc, au moins, je n'aurai rien. Mais, au moins, j'ai plus d'argent dans ma poche. Mis à part le fait que je peux me coordonner avec d'autres personnes et le faire. Ainsi, dans un marché libre, pour nous sauver, nous devons être utiles à un tiers en fournissant des biens ou des services de meilleure qualité à un meilleur prix. Cela déclenche un cercle vertueux dans lequel tout le monde bénéficie mutuellement. Revenons à l'idée de la main invisible. Je veux dire, aujourd'hui je suis avec papa, je suis intense. Alors hier, j'ai sorti le drapeau écossais et je l'ai emmené faire une promenade. Cela doit être parce que j'ai commencé à écouter Rod Stewart, un autre écossais. C'est à son tour la multiplication des richesses qui permet de réaliser les plus grandes œuvres de charité et de philanthropie connues de l'humanité. Ce n'est pas en recevant des avantages, mais en fournissant des services que nous faisons grandir l'ensemble. C'est donc en l'honneur des grands-pères de cette nation que nous voulons remettre l'Argentine sur le chemin d'une croissance soutenue. Car, comme le disait Périclès, ceux qui démontrent leur valeur par leurs actes doivent recevoir leur hommage par leurs actes. Nous ne sommes pas venus ici pour nous vanter d'inaugurer de petites places, des centres culturels ou des routes mal entretenues portant le nom d'Alberdi, de Roca ou de Sarmiento. Nous sommes venus pour soutenir le témoignage que 100 ans d'infamie ont laissé derrière eux. Et ainsi remettre l'Argentine sous les projecteurs de l'histoire du monde, comme elle aurait toujours dû l'être. Merci beaucoup à tous. Que Dieu bénisse les Argentins. Que les forces du ciel soient avec nous. Vive la liberté, bon sang.